Aujourd'hui, nous allons examiner 4 affaires qui ont été présentées pour la première fois sur la chaîne en 2022. Ce ne sont pas seulement des cas choisis au hasard par moi. Ce sont les 4 affaires qui ont eu le taux de mention « J'aime » le plus élevé. Après 60 jours de lancement. Le premier cas vient des États-Unis des années 1880. Matilda Smith est née à Byram Township dans le comté de Sussex, au New Jersey, le 20 juin 1868, mais malgré son prénom Matilda, elle a toujours été connue sous le nom de Tilly. Elle vivait avec sa famille dans une grande pauvreté et recevait peu d'éducation. Malgré cela, elle est devenue une jeune femme agréable et polie. En 1886, elle a trouvé un emploi comme aide cuisinière à l'Institut collégial du Centenaire à Hackettstown, dans le New Jersey, à environ 50 miles à l'ouest de New York. Ce poste convenait à Tilly. Malgré la difficulté du travail, l'Institut lui offrait un logement. Il y avait cependant des règles strictes auxquelles tous les employés de l'Institut devaient d'un peu se conformer, et bien qu'elles soient censées être dans l'intérêt du personnel, elles n'étaient pas toujours respectées. Les employés pouvaient aller sortir pendant leur temps libre, mais devaient rentrer avant 10 heures du soir. Toute personne qui devait rester dehors après cette heure devait demander l'autorisation de la matrone, et si elle revenait, sans avoir obtenu le consentement de la matrone, elle se voyait refuser l'entrée et devait trouver un autre endroit où dormir. Tilly avait pris des dispositions pour retrouver ses amies Annie Van Sickle et les sœurs Mary et Agnes Wright le soir du jeudi 8 avril 1886. Elle savait qu'elle ne rentrerait sans doute pas avant 10 heures et ne voulait pas demander la permission à la matrone pour rester tard dehors. C'était un jour de semaine. Sa demande aurait sûrement été refusée. Elle décida de demander au concierge s'il pourrait la laisser rentrer à l'Institut après l'heure autorisée. Il s'appelait James Titus, un homme discret. Né à Hackettstown le 6 mars 1857, il était marié et avait un jeune enfant. Il avait travaillé à l'Institut pendant plus de 11 ans et connaissait bien toutes les règles strictes imposées par son personnel, et ce n'était pas la première fois qu'une des jeunes employées lui demandait de l'aider à rentrer dans l'Institut après la fermeture des portes. Il n'était pas autorisé à enfreindre les règles, alors il a dit à Mademoiselle Smith qu'il ne pouvait pas l'aider et qu'elle devrait demander la permission à la matrone. Cependant, Tilly n'a pas demandé la permission et, après avoir terminé son travail le 8 avril 1886, elle a quitté l'Institut et s'est rendue seule à Main Street à Hackettstown, où elle avait prévu de retrouver ses amis. Ensemble, ils sont allés à la salle de spectacle pour voir un spectacle. Là, ils ont rencontré 2 jeunes hommes nommés Harry Haring et Charles Munich. Ils travaillaient tous les deux comme vendeurs et séjournèrent dans un hôtel à proximité. À la fin du spectacle, les 4 jeunes femmes ont parcouru la rue principale avec leurs 2 nouvelles connaissances. Peu après, les sœurs Mary et Agnes Wright sont rentrées, laissant Tilly et Annie avec Harry Haring et Charles Munich. Il y avait pas mal de monde dehors ce soir-là, y compris un jeune homme nommé Fred Weedy, que Tilly avait déjà courtisé. Il était avec son ami nommé Jess Bagot. Tilly et Frank ont parlé brièvement avant qu'elles ne disent au revoir à Annie et retournent à l'Institut, accompagnées de Charles Munich. Le lendemain matin, vendredi 9 avril 1886, un gentleman nommé Monsieur John White promenait son chien tout près de l'Institut lorsqu'il fit une découverte macabre, le corps d'une jeune femme. Il contacta immédiatement les autorités et le corps fut identifié comme étant celui de mademoiselle Tilly Smith, la jeune aide cuisinière qui travaillait à l'Institut collégial du Centenaire. La nouvelle de ce crime horrible se répandit rapidement dans tout Hackettstown, et les gens se demandaient qui avait bien pu commettre un acte aussi terrible. Son corps a été transféré à la morgue, où le docteur J.S. Cook a pratiqué une autopsie. Il découvrit que la cause du décès était la strangulation. Il révéla aussi qu'elle avait été agressée, et selon le docteur Cook, par plusieurs personnes. Le médecin ajouta qu'elle avait vaillamment résisté à son agresseur. Les habitants de Hackettstown étaient très désireux que le ou les coupables soient traduits en justice, et les journaux étaient impatients de rapporter tout nouveau développement dans l'enquête. De la poussière sur la robe de Tilly fit penser à la police que l'agression avait eu lieu dans la grange, non loin du lieu où le corps fut retrouvé. Mais la raison de sa présence dans le champ près de l'Institut restait mystérieuse. Il n'y avait aucun signe indiquant qu'elle avait été traînée, ils ont donc supposé qu'elle avait dû être portée. Harry Haring et Charles Munich ont été interpellés.
Ils avaient tous les deux été vus avec Tilly cette nuit-là, et des témoins ont confirmé qu'ils avaient vu Charles Munich marcher avec elle en direction des instituts. Cependant, les deux hommes ont nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de Mademoiselle Smith. Charles Munich a dit au détective qu'il avait accompagné Tilly jusqu'aux grilles des instituts et qu'ils étaient arrivés vers 10h10, moment où la porte avait déjà été verrouillée. Il a dit aux enquêteurs qu'il lui avait proposé de payer une chambre pour elle à l'hôtel où il séjournait, mais elle lui avait répondu que ce ne serait pas nécessaire, et à la place, elle lui a souhaité bonne nuit et a contourné le bâtiment. La police a retenu les deux hommes pendant quelques jours, mais des témoins les avaient vus tous les deux en train de boire à 11h au bar de l'hôtel américain, ce qui signifiait qu'ils n'auraient pas eu assez de temps pour commettre le meurtre. Une récompense de 1 000 $ a été offerte pour toute information pouvant mener à la découverte de la ou des personnes responsables de ce terrible crime. L'agence de détective Pinkerton a également été engagée pour aider à l'enquête. Le chef détective du New Jersey, Bob Haggerty, soupçonnait que le concierge M. James Titus était responsable du meurtre. Il était surpris qu'il n'ait pas déjà été arrêté. Le détective Haggerty pensait avoir ouvert la porte à la jeune femme le 8 avril pour lui éviter des ennuis avec la matrone. Il lui a alors fait des avances et, lorsqu'elle les a rejetées, il l'a frappée, provoquant les marques qui ont été retrouvées sur son visage. Alors qu'elle se débattait, il l'a étranglée et transporté son corps dans les champs, retrouvés le lendemain matin. Même s'il n'y avait aucune preuve pour étayer cela, les journaux ont sensationnalisé la théorie du détective Haggerty, et le public a commencé à croire que le concierge de 29 ans, James Titus, avait brutalement agressé et assassiné Mademoiselle Tilly Smith, et les gens ainsi que la presse réclamaient une justice. Les journaux ont également rapporté que Mademoiselle Tilly Smith avait été enterrée dans une fosse commune. L'un d'eux, le New York World, a commencé à demander des contributions afin qu'un mémorial puisse être érigé pour lui rendre hommage. Ils l'ont décrit comme un monument à la vertu pour commémorer une jeune femme courageuse qui est morte en défendant son honneur. La presse a alors tous soutenu cette campagne et, sans autre suspect, a poursuivi ses efforts pour convaincre les autorités d'arrêter M. James Titus. Ils ont écrit que, comme il gérait la chaudière au sous-sol, cela expliquait la poussière sur les vêtements de Tilly à sa découverte. Il était aussi la personne qui l'aurait laissé entrer cette nuit-là, et bien sûr, le détective Haggerty croyait dès qu'il était le responsable. Un témoin nommé Peter Mead s'est manifesté et a dit à la police que, dans la nuit du 8 avril, il avait parlé à James Titus. Il a dit être descendu au sous-sol et qu'après une courte conversation, M. Titus avait évoqué Mademoiselle Smith de façon très irrespectueuse, suggérant qu'elle ne représentait pas les valeurs morales attendues à la fin du XIXe siècle. M. Peter Mead a ajouté que, bien qu'il ait prévu d'étudier tard dans la nuit, M. Titus lui avait dit qu'il devrait attendre, car Mademoiselle Smith allait bientôt rentrer de sa sortie nocturne. La police a cru M. Mead et ils ne l'ont pas interrogé pour essayer de découvrir son motif de s'être manifesté. S'ils l'avaient fait, ils auraient vu qu'il était plutôt étrange et arrogant. Il était étudiant à l'Institut, mais il insistait pour que tout le monde l'appelle « révérend ». Il gagnait de l'argent en aidant M. Titus dans ses tâches de concierge pendant quelques heures chaque jour. Après une campagne de presse brutale et des preuves circonstancielles recueillies par la police, le 29 avril 1886, M. James Titus a été arrêté et accusé d'agression et du meurtre de Mademoiselle Tilly Smith. Le procès débuta le 28 septembre 1886 à Belvedere, New Jersey, à environ 15 miles du lieu du crime. La salle d'audience était bondée, de nombreuses personnes attendaient dehors. Les journalistes étaient prêts à tout rapporter, et tout le pays semblait avide de suivre l'affaire. De nombreux témoins furent appelés, mais c'est Peter Mead qui fournit le témoignage le plus sensationnel. Une fois la récompense offerte, il avait commencé à prendre des notes sur les conversations apparentes qu'il avait eues avec un accusé, alors qu'il travaillait au sous-sol de l'Institut. C'était un témoin impressionnant, et il a dit à la cour qu'une nuit, après l'incident, ils étaient ensemble au sous-sol pendant la majeure partie de la soirée. Mais M. Titus était agité et n'arrêtait pas de faire les 100 pas dans les couloirs. M. Mead a dit qu'il semblait plus réservé que d'habitude, mais qu'il s'est soudainement levé et a dit « Eh bien, ils peuvent m'arrêter et ils peuvent me pendre, mais ils ne peuvent pas détruire mon âme. » La défense avait une tâche difficile.
la presse ayant été très hostile envers M. James Titus avant et après son arrestation. Ils avaient signalé son mauvais comportement envers d'autres jeunes femmes dans les instituts, comme l'a mentionné l'accusation. Cependant, l'accusation n'a pas pu présenter de témoins capables de confirmer cela. La défense a décrit M. James Titus comme quelqu'un qui avait toujours joui d'une excellente réputation dans la communauté, malgré son caractère calme et réservé. Ils ont aussi relevé d'autres incohérences dans l'affaire. L'accusation avait insisté sur le fait que Tilly Smith avait été assassinée entre 22h15 et 22h30 dans la nuit du jeudi 8 avril, mais les médecins ayant pratiqué l'autopsie pensaient vraiment que le crime brutal avait eu lieu au moins 2 heures plus tard, à un moment donné dans la matinée du 9 avril. Il connaissait parfaitement l'institut et le terrain, donc s'il avait commis le crime, il n'aurait sûrement pas abandonné le corps dans un champ. Il y avait 2 fosses d'aisance recouvertes de dalles. Il aurait été facile d'y cacher un corps, qui aurait pu rester inconnu des mois, voire des années. Mademoiselle Tilly Smith ne travaillait pas à l'institut depuis très longtemps, et elle était connue pour être une jeune femme au caractère changeant. Ses parents habitant dans des régions différentes, la directrice aurait sans doute pensé qu'elle n'aimait pas les règles strictes, et n'aurait peut-être pas cherché à la retrouver si elle avait disparu. L'accusé, malade à ce moment-là, n'avait pas voulu quitter la chaleur du sous-sol. L'accusation a déclaré au tribunal que Tilly était une jeune femme charmante et polie, qui avait grandi dans des conditions très modestes, mais qu'après avoir trouvé un emploi respectable à l'Institut collégial du Centenaire, elle était déterminée à améliorer sa situation. La défense, compte cependant, a tenté de dresser un tableau très différent. Ils ont décrit une jeune femme aux normes sociales et morales très basses, ayant selon eux déjà travaillé comme prostituée. Ils ont même présenté des témoins pour le confirmer. Le procès a duré près d'1 mois et James Titus n'a pas témoigné pour sa propre défense. Beaucoup ont vu là la preuve de sa culpabilité. Lorsque le jury est revenu pour rendre son verdict, eux aussi l'ont considéré comme coupable. Avant que sa sentence ne soit prononcée, le juge lui a demandé s'il avait quelque chose à dire. Ce à quoi M. James Titus a répondu qu'il était innocent et qu'il n'avait pas commis le crime pour lequel il avait été condamné. Le juge l'a alors condamné à mort. La sentence a été portée en appel et il semblait que certains le croyaient innocent. Les journaux avaient été très hostiles envers lui dans leur couverture de l'affaire et, à part Harry Haring et Charles Munich, la police n'avait sérieusement enquêté sur personne d'autre. La nuit où Mademoiselle Smith a été assassinée, elle avait parlé à Frank Whiddy, qu'elle avait autrefois fréquenté, et on pensait qu'il avait encore des sentiments pour elle. Il avait été vu avec un jeune homme nommé Jesse Baggarts, mais la police n'avait jamais considéré ni l'un ni l'autre comme des suspects dans le crime. Avant la date de son exécution, James Titus a avoué le meurtre de Tilly Smith. Il a affirmé qu'ils entretenaient une relation inappropriée depuis un certain temps et qu'ils avaient de nouveau été intimes dans la nuit du 8 avril, après qu'elle soit rentrée de sa soirée avec ses amis. Il a dit qu'elle avait alors annoncé qu'elle pensait être enceinte et qu'il en était le père. Cela a été suivi d'une dispute au cours de laquelle il était devenu tellement furieux qu'il l'a étranglée. Après ses aveux, sa peine fut commuée en perpétuité. Le monument en mémoire de Tilly Smith a été dévoilé le 24 novembre 1887 près de sa tombe au cimetière Union de Hackettstown. Il a été construit grâce aux dons de bienfaiteurs locaux et nationaux. Il est inscrit « Elle est morte pour son honneur ». James Titus a purgé 19 ans de prison pour le meurtre et a été libéré le 27 décembre 1904. Sa femme est malheureusement décédée en novembre de la même année. Il a continué à vivre à Hackettstown jusqu'au 18 juin 1952. À sa mort à 95 ans, il a été enterré au cimetière Union, où mademoiselle Tilly Smith avait été inhumée 66 ans plus tôt. Beaucoup estiment que James Titus a avoué pour éviter la potence, bien qu'il fût innocent du crime pour lequel il a été condamné. Après sa libération, il n'a plus jamais reparlé de l'affaire. On dit que le fantôme de Tilly hante encore le collège. Il y aurait eu des apparitions dans les jardins, les couloirs et le théâtre. Monsieur James Titus est, selon l'histoire, l'assassin de mademoiselle Tilly Smith, mais de nombreux doutes subsistent sur sa culpabilité réelle. Nous ne saurons sans doute jamais avec certitude ce qui s'est passé la nuit du 8 avril 1886, ni si la justice a été rendue.
Pour l'affaire suivante, nous nous rendons dans la principauté de Monaco au tout début du XXe siècle. Vere St. Ledger Gould est né le 2 octobre 1853 à Clonwell. Originaire du comté de Tipperary en Irlande, il a grandi à Waterford. Issu d'une famille aristocratique, son grand-père était baronnet et sa grand-mère, fille du comte de Kenmare. Son père était magistrat à Waterford, mais la mort de sa mère à ses 17 ans l'a profondément marqué. Bien que la famille ait une lignée distinguée, elle n'était pas considérée comme riche, même si la vie de Vere enfant n'était pas difficile. Il a reçu une bonne éducation et passé beaucoup de temps libre à faire de la voile, chasser et monter à cheval. Lorsqu'il est devenu un jeune homme, on le voyait souvent en compagnie de personnes considérées comme appartenant à un cercle social bien plus élitiste. Un passe-temps qui était devenu populaire en Irlande auprès des classes supérieures et moyennes supérieures était le tennis. En 1877, le Fitzwilliam Lawn Tennis Club a été fondé, et en 1879, les premiers championnats irlandais de tennis ont eu lieu. Vere appréciait beaucoup ce sport et devint un très bon joueur. Le tennis lui permettait de fréquenter la haute société de Dublin, et en 1879, à 25 ans, il participa au premier championnat national irlandais. Il était très en forme et athlétique, et il était connu pour son revers puissant ainsi que sa grande domination au filet. Il a remporté le tournoi et est devenu le champion national irlandais. Après son succès, il est parti en Angleterre pour participer à Wimbledon. Encore une fois, il a bien joué, ne perdant que 2-7 avant la finale. La finale était considérée comme un grand événement et a eu lieu le 15 juillet devant une grande foule. Il y avait beaucoup d'anticipation avant le match car les deux joueurs avaient sans bien joué et tout le monde s'attendait à un match serré. Vere a cependant perdu contre le révérend John Hartley, seul vicaire à avoir remporté le championnat de tennis de Wimbledon. Mais il n'a pas simplement perdu. Il a perdu assez décevant 3-7-0. Après la défaite, des rumeurs ont circulé selon lesquelles Vere, devenu une petite célébrité chez les amateurs de tennis, aurait passé la nuit avant la finale à boire dans les pubs londoniens et se serait présenté avec une forte gueule de bois, l'empêchant de jouer à son meilleur niveau. C'est aussi l'année où son père est décédé. Il est retourné en Irlande et a continué à jouer au tennis. En 1880, il retrouve la finale des championnats irlandais de tennis, mais perd cette fois contre William Renshaw, futur septuple vainqueur de Wimbledon. Sa renommée dans le tennis signifiait qu'il serait invité à des événements sociaux prestigieux. Mais il a commencé à boire et à jouer. Ce mode de vie a vite nui à ses ambitions tennistiques, et sa carrière prometteuse a pris fin en 1883 après quelques défaites. Il a alors décidé d'arrêter de jouer et a tenté de gagner sa vie à Londres. Cependant, la vie était à peu près la même pour lui là-bas. Il a continué à boire et à jouer et son mode de vie a continué à sombrer dans une certaine spirale descendante. Il a alors rencontré par hasard une femme nommée Marie Giraudin. Elle possédait une boutique de couturière dans le quartier huppé de Bayswater. Elle était plus jeune que Vere, étant née en France en 1860. Elle était la fille d'un quincaillier et avait travaillé dans la couture depuis son plus jeune âge. Elle avait la réputation d'être très douée dans son métier. Lors de son séjour en France, elle s'était mariée, mais ses parents n'avaient pas apprécié son choix. Leurs craintes étaient justifiées. Une semaine après le mariage, ils la quittaient. Honteuse, Marie est partie à Genève, en Suisse, pour travailler dans un atelier de couture. Elle est partie à Londres et, apprenant la mort de son mari, a épousé un capitaine de l'armée britannique. Mais il est également décédé, la laissant veuve pour la deuxième fois. Bien qu'elle ait été une couturière extrêmement talentueuse, elle n'était pas aussi douée en affaires et sa boutique n'a jamais eu de succès. Marie et Vere s'entendaient bien. Il était venu à la boutique seulement pour régler une facture d'un parent. Mais Marie lui a accordé une attention particulière. Le bel homme issu d'une petite famille aristocratique lui plaisait, et ils ont commencé à se fréquenter. En 1891, Vere St. Ledger Gould et Maria Giraudin se sont mariés. Ils ont continué à vivre à Londres, mais leur amour pour les belles choses de la vie a rapidement mis leurs finances dans un état très précaire. En retard de loyer, ils avaient vendu tous leurs meubles.
N'ayant que peu d'options, ils ont donc décidé de quitter la ville et se sont rendus à Montréal, au Canada. C'était un nouveau départ pour eux. Ils affirmaient à tous qu'ils étaient un certain Lady Gould. Marie a ouvert un atelier de couture, mais malgré son expérience d'autopaptonrance, le couple n'a tiré aucune leçon du passé et a vite vécu au-dessus de ses moyens. Ils dépensaient sans compter en dînant dans les restaurants les plus chers et virent buver et jouer. Ils n'ont pas pu maintenir ce rythme longtemps et ont à nouveau épuisé la patience de leurs créanciers. Il n'est donc pas surprenant que Vere ait annoncé qu'il devait quitter Montréal pendant un certain temps pour retourner en Irlande. Il a dit qu'un membre de sa famille était décédé. Le couple a ensuite passé les 2 années suivantes entre le Canada et l'Angleterre avant de finalement s'installer à Liverpool. Arrivés en 1903, ils ont ouvert une blanchisserie ici, mais ont continué à prétendre qu'ils étaient issus d'une haute classe sociale, et disaient à toute personne qui s'enquérait qu'ils devaient être appelés Sévère et Lady Gowled. Le couple a continué à essayer de mener un style de vie plus associé à l'aristocratie, mais en agissant ainsi, ils se sont continuellement endettés. Ils ont essayé de trouver un moyen de faire fortune rapidement, mais rien ne semblait fonctionner. Finalement, Marie a eu l'idée qu'ils devraient aller à Monaco, car elle pensait avoir trouvé un système qui leur permettrait de gagner de grosses sommes d'argent aux tables de jeu de Monte-Carlo. Ainsi, à l'été 1907, ils sont partis pour la petite principauté située sur un escarpement proéminent à la base des Alpes-Maritimes, le long de la côte d'Azur. Ils se faisaient avant toujours appeler Sevier et Lady Gould. Ils ont loué le 4e étage d'une villa et se sont mêlés à la haute société, passant l'été à Monaco. Ils ont toujours excellé dans la comédie. Vere expliquait aux nombreuses personnes qu'il croisait que le titre lui était revenu après la mort tragique de son frère aîné dans une course de chevaux. Sans surprise, ce n'était pas vraiment vrai car son frère, Sir Stephen James Gould, était bel et bien vivant, mais il avait abandonné le titre puisqu'il était parti vivre en Australie et travailler sur le chemin de fer, et il ne voulait pas que ses collègues sachent qu'il venait d'une famille noble. Beaucoup de gens ont rencontré Vera Marie dans la petite principauté, mais personne ne semblait douter qu'ils étaient bien ceux qu'ils prétendaient en être, et le couple veillait toujours à être courtois, poli et bien habillé. Durant leur séjour, la nièce de Madame Gould, Isabelle, une belle jeune femme, les accompagne. On la voyait toujours sortir avec eux, et sa beauté attirait certainement l'attention des jeunes hommes, dont beaucoup étaient donc très désireux de faire sa connaissance. Cependant, les choses n'allaient pas bien pour Monsieur et Madame St. Ledger Gould. Lorsqu'ils sont arrivés à Monaco, ils ont d'abord eu un certain succès aux tables de jeu, mais au fil des jours, ils ont commencé à perdre de l'argent et se retrouvaient maintenant à nouveau dans une situation financière très difficile. Ils se demandaient un peu de comment rester à Monaco et cherchèrent un riche mécène susceptible de leur prêter de l'argent. Marie avait toujours été assez douée pour persuader les gens de lui prêter de l'argent. Dans un atelier de couture à Bayswater, elle empruntait souvent de l'argent à sa riche clientèle, et à Monaco, elle s'était liée d'amitié avec Emma Levan. Madame Levan était une veuve très riche, originaire du Danemark, mais qui vivait désormais à Stockholm. Elle ressemblait à Marie, ayant aussi connu une enfance difficile. Son père avait abandonné le foyer familial lorsqu'elle était jeune, et la vie avait été difficile pour elle jusqu'à ce qu'elle épouse un marchand suédois très prospère. Madame Levin, pleine de vie, aimait l'ambiance des casinos de Monte-Carlo. Elle était accompagnée d'une dame nommée Madame Castellazzi. Marie, cependant, réussit à charmer Madame Levin, et les deux commencèrent à passer pas mal de temps ensemble, ce qui déplaisait beaucoup à Madame Castellazzi. Marie paraissait toujours agréable et attentionnée, et elle a convaincu Madame Levin de leur prêter, à elle et son mari, 1000 francs. Elle disait attendre de l'argent de Londres, mais le prêt était indispensable car Monsieur et Madame Gould avaient tout perdu avec ce prêt. Vere retourna aux tables de jeu et perdit rapidement tout l'argent emprunté à Madame Levin. Madame Castellari, cependant, n'avait jamais apprécié Marie et lui accordait peu d'attention. La tension entre les deux dames a culminé lors d'une dispute dans un casino. Cet incident est vite devenu un sujet de conversation parmi la haute société de Monaco et a même été évoqué dans la presse locale. L'incident a embarrassé Madame Levin, qui a préféré retourner en Suède. Avant de partir, cependant, elle tenait à récupérer les 1000 francs
qu'elle avait prêté à une certaine Lady Gould. Ainsi, le 4 août 1907, elle s'est rendue à la villa louée par le couple. 5 jours plus tard, le 9 août, les Gould sont arrivés à la gare de Marseille sur leur trajet de retour vers Londres. Ils ont demandé que leur grande malle soit laissée à la consigne de la gare pendant qu'ils dînaient à l'hôtel. À l'hôtel. L'un des porteurs a remarqué que du sang en coulait. Le porteur avait vu beaucoup de choses depuis le début à la gare, mais cela l'a vraiment inquiété. Il a demandé au monsieur pourquoi du sang sortait de la malle. Monsieur Gould a répondu qu'il transportait des poulets morts. Le personnel de la gare ne semblait pas satisfait de la réponse et a contacté la police. La police est arrivée et, après une brève conversation avec Madame Gould, a exigé que la malle soit ouverte. À l'intérieur, ils ont découvert le corps démembré d'une femme. À Monaco, Madame Castellazzi avait informé les autorités que Madame Levin avait disparu. Elle leur a dit qu'elle était partie réclamer sa dette à Sir et Lady Gould et n'était pas revenue. La police est allée à la villa quittée par les Gould et a découvert qu'Isabelle, la nièce de Marie, y vivait encore. Isabelle a déclaré à la police que sa tante était allée à Marseille, parce que M. Gould devait voir un médecin là-bas. La police a inspecté la propriété. Des taches de sang étaient visibles, et ils sont tombés sur des objets qui semblaient vraiment déplacés dans une villa de vacances louée. Il y avait une scie et un marteau. En examinant de plus près, la police a vu que les 2 objets étaient ensanglantés. À Marseille, la police avait arrêté les Gould. Ils les ont fouillés et dans le sac à main de Madame Marie Gould, ils ont trouvé une grande quantité de bijoux. Plus tard, il a été identifié comme appartenant à Madame Levin. Au début, le couple a déclaré à la police que Madame Levin avait été tuée par son amant jaloux dans leur villa. Ils ont dit qu'ils étaient un peu stupéfaits par ce qui s'était passé et craignaient éventuellement que parler à la police ne les implique dans le crime. Ils ont donc décidé de se débarrasser du corps à la place. Ils l'ont démembré et mis dans le coffre. La police a écouté leur histoire mais ne l'a pas cru et a arrêté M. et Mme Gould. Ils les ont inculpés de meurtre. Vere, cependant, s'est toujours considéré comme un gentleman et a dit aux autorités que c'était en réalité lui qui avait commis le meurtre et que sa femme n'avait rien à voir avec cela. Il a dit qu'il avait agi seul. La police était très sceptique quant à ses aveux. Leur enquête les avait amenés à croire que c'était en fait sa femme, Marie, qui avait tout organisé et qu'elle avait encouragé son mari à se débarrasser de Madame Levin. Ils se demandèrent aussi si elle était liée à la mort de ses 2 premiers maris. Le procès commença au palais de justice de Monaco en décembre 1907 et devint un véritable événement médiatique. L'affaire suscita l'intérêt du monde entier. De nombreux journaux titrèrent « Le meurtre de la malle de Monte-Carlo ». L'affaire semblait réunir tous les ingrédients pour captiver le public. Le corps démembré d'une riche veuve retrouvée dans une malle. L'accusé, ex-champion de tennis et finaliste à Wimbledon, ainsi que sa femme, qui rêvait d'une vie mondaine sans jamais en avoir les moyens. Vere Saint-Léger-Gould a de nouveau tenté d'endosser l'entière responsabilité, ce que sa femme semblait accepter volontiers, mais le tribunal et la presse n'en voulaient rien savoir. Marie sanglotait souvent au procès, son comportement paraissant exagéré, submergé et proche de l'évanouissement. Il était évident que le public et la presse pensaient qu'elle était le cerveau derrière toute l'affaire, venue à Monte-Carlo dans le but de gagner une fortune, empruntant de l'argent à Madame Levin, puis la supprimant et volant ses bijoux. Le procès fut bref, et M. Vere Saint-Léger-Gould et sa femme furent reconnus coupables. Dans un étrange retournement, le tribunal jugea Marie plus coupable, estimant qu'elle avait planifié le crime. Son mari reçut la prison à vie, elle fut condamnée à la guillotine. C'était étrange car le gouvernement de Monaco ne possédait en réalité ni guillotine ni bourreau, et ne voulant pas exécuter une femme, sa peine fut ensuite commuée en prison à vie. Vere fut envoyé à l'île du Diable en Guyane française. Le finaliste de Wimbledon de 1879, issu d'une famille très respectée, devait finir sa vie dans une prison sur une île rocheuse de l'océan Atlantique Nord, une prison qui avait été établie par le gouvernement de l'empereur Napoléon en 1852. Cependant, il n'y resta qu'une courte période car sa santé se détériora et le 8 septembre 1909, il mit fin à ses jours. Il avait 55 ans.
Marie fut envoyée à la prison de Montpellier où, en 1914, elle attrapa la fièvre typhoïde et mourut. Le troisième cas, originaire de l'Australie des années 1930. Il y a un vieil adage qui dit que la vérité dépasse la fiction. Mais qu'en est-il lorsque c'est la fiction qui inspire la réalité ? Perth, en Australie occidentale, est un vaste paysage rural. De la fin du 19e au début du 20e siècle, des milliers de prospecteurs sont venus, dans la région, espérant faire fortune dans l'industrie aurifère en plein essor. En 10 ans, la population avait triplé et la ville était passée d'un lieu rudimentaire et calme à une cité moderne et élégante. Le paysage autour de la ville demeurait sauvage et désolé, bien que fertile. Alors que les cultures et le bétail prospéraient, les nuisibles et les vermines aussi. Les principaux coupables étaient le macha et les lapins, connus pour ravager des récoltes entières en quelques jours. Comme il était presque impossible de prévoir où les lapins attaqueraient, en 1901, on décida de construire la célèbre clôture anti-lapin. Il s'agirait d'une clôture de 2023 miles conçue pour empêcher les lapins et autres nuisibles d'entrer, protégeant ainsi l'industrie agricole florissante de l'Australie occidentale. La clôture a mis près de 50 ans à être achevée, certaines sections l'étant progressivement. L'entretien étant essentiel à la réussite de la clôture, des hommes ont donc été employés comme gardiens. Étant donné que la clôture était si vaste, leur responsabilité était d'en surveiller l'intégrité, d'effectuer des réparations au fur et à mesure de leur passage et de remplacer les poteaux si nécessaire. Les gardiens de la clôture éliminaient les colonies de lapins qu'ils trouvaient et informèrent les propriétaires voisins de toute activité indésirable autour de leurs terres. Alors qu'au début les hommes travaillaient seuls, à la fin des années 20, les gardiens commencèrent à inspecter la clôture par paires, dans une voiture tirée par 2 chameaux. Notre histoire débute en 1929 avec 2 gardiens travaillant ensemble sur la clôture anti-lapin. Arthur Upfield et George Ritchie avaient travaillé ensemble plusieurs années et appréciant la tranquillité des vastes espaces ouverts près de la clôture. Arthur, écrivain, choisissait souvent un paysage désolé pour ses histoires. Il avait déjà écrit 3 romans avec un succès variable et travaillé sur l'intrigue de son 4e, mais son scénario s'était enlisé. En essayant de trouver comment écrire une intrigue convaincante où le personnage principal, dont le nom était Détective Bonnet, parviendrait à condamner un meurtrier malgré l'absence de corps. En d'autres termes, il essayait d'écrire l'histoire d'un meurtre parfait, où le coupable commet l'acte odieux et parvient à détruire les restes de sa victime. Mais il n'arrivait pas à comprendre comment une personne pourrait se débarrasser d'un corps de façon aussi complète. Pendant qu'il travaillait sur la clôture, Arthur et George discutaient du problème et testèrent leurs idées pour trouver une méthode parfaite afin de se débarrasser d'un corps. Après plusieurs mois de théorie, George proposa finalement une méthode qu'il pensait idéale pour que le méchant d'Arthur agisse. George suggéra, une fois le meurtre commis, que le meurtrier brûle le corps avec les restes d'un grand animal, comme un kangourou. Après la crémation, le meurtrier passerait les cendres au tamis pour trouver les plus gros morceaux d'os ou de métal. Il proposa de dissoudre le métal dans l'acide et de broyer les os en poudre. La poussière serait ensuite dispersée au vent, ce qui éliminerait toute trace d'un meurtre ayant jamais eu lieu. Arthur était ravi d'avoir apparemment trouvé une solution à ses plans d'intrigue complexes, mais il y avait un problème. La méthode était si parfaite qu'il n'y aurait aucun moyen pour le détective Bonnet de détecter qu'un meurtre avait eu lieu. Cela signifierait qu'Arthur ne pourrait pas l'utiliser dans son histoire. Il a défié George de trouver une faille dans la méthode, ce qui signifierait que le détective Bonnet pourrait résoudre l'affaire. Mais même avec la livre offerte, George n'a pas pu trouver une telle faille. Arthur ne voulait pas abandonner son scénario, alors il a commencé à discuter de la méthode avec d'autres gardiens de clôture pendant qu'ils faisaient leurs inspections. Il espérait que quelqu'un rendrait la méthode utilisable pour son roman. C'est au cours de l'une de ces discussions qu'un certain M. Snowy Rolls entendit parler de la technique proposée par Georgia. Snowy Rolls est né John Thomas Smith à Perth en 1905. On connaît peu son histoire avant 1928, date de son arrestation pour vol. Il a purgé 3 mois de prison avant de réussir à s'évader de sa cellule locale. Après son évasion, il a pris le nom de Snowy Rolls et a commencé à travailler sur la clôture anti-lapin afin d'éviter les soupçons et de risquer d'être renvoyé en prison.
Snowy était bien connu d'Arthur et de George et semblait enthousiaste à l'idée d'aider Arthur à trouver une solution à son problème. Le 5 octobre 1929, George, Arthur, Snowy et quelques autres gardiens de clôture prenaient tous un repas à la ferme Camel. Lorsque le sujet de la méthode de meurtre pour le livre d'Arthur fut de nouveau abordé, Arthur n'avait toujours pas décidé comment il pourrait utiliser cette méthode, étant donné qu'elle semblait trop parfaite. Malgré tout, les hommes ont essayé d'aider, discutant de différentes options qu'ils pensaient qu'Arthur pourrait utiliser. Le lendemain, ils sont partis en patrouille, Arthur restant perplexe sur comment intégrer la méthode dans son roman. En décembre de la même année, Snowy s'est de nouveau arrêté à la station Camel, cette fois avec 2 autres cavaliers nommés James Ryan et George Lloyd. Ils ont quitté la station ensemble le 8 décembre. Une semaine plus tard, George Ritchie arriva à la station Camel et annonça aux cavaliers avoir rencontré un prospecteur nommé James Yates. James avait dit à George avoir vu Snowy conduire une voiture, ce qui était rare car la plupart des cavaliers utilisaient enfin des chameaux ou des calèches. Snowy a dit au prospecteur que James Ryan et George Lloyd marchaient dans les broussailles, bien qu'il ne les ait jamais vus. Quelques semaines plus tard, la veille de Noël, Arthur a rencontré Snowy dans la petite ville de Toi et moi. Lorsqu'Arthur a demandé pour la voiture, Snowy a dit que John Ryan la lui avait prêtée car il avait choisi de rester à Montmagny, au lieu de poursuivre le voyage avec lui. Étrangement, il a pourtant affirmé à une autre personne avoir acheté la voiture de James Ryan pour 80. Noël et le Nouvel An sont passés et un Néo-Zélandais du nom de Louis Caron est arrivé dans la région de Murchison. Louis a trouvé un emploi à la station Ouija, qui était l'une des stations situées le long de la clôture anti-lapin. Il a rencontré de nombreux gardiens de clôture pendant qu'il y travaillait, qui lui racontaient souvent de nombreuses histoires sur les longues journées passées à protéger la clôture. Louis, né Leslie George Brown, avait, comme Snowy, pris un nouveau nom en tentant de débuter une nouvelle vie. Contrairement à Snowy, la vie de Louis était banale. Né et grandi en Nouvelle-Zélande, il partit à Perth avec un ami après quelques années de mariage, espérant y faire fortune comme prospecteur. Quand cela n'a pas marché, il a accepté un emploi à la station Whitchdy, espérant qu'avec le temps, sa chance tournerait. Lors de ces voyages, Louis restait en contact avec ses amis et envoyait souvent des lettres racontant ses expériences en Australie. C'est pourquoi ce fut une surprise quand sa correspondance a soudain cessé. En mai 1930, ils ont immédiatement soupçonné qu'il était arrivé quelque chose de fâcheux à Louis et ont contacté la police locale. Vu la zone où travaillaient Louis et l'importante population de passage, la police a d'abord minimisé l'hypothèse criminelle. Cela a duré jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que James Lloyd et George Ryan étaient également portés disparus, n'ayant pas été vus depuis le jour de décembre où ils avaient quitté la station Camel avec Snowy, et après avoir appris de l'employeur de Louis que lui aussi avait été vu pour la dernière fois en compagnie de Snowy Rolls. La police a commencé à soupçonner qu'il était arrivé malheur à un ou plusieurs hommes. Le sergent détective Manning dirigeait l'enquête et était au courant de la tentative d'Arthur de trouver une méthode de meurtre pour son dernier roman. Il savait aussi que Snowy était bien au courant de la méthode, espérant le meilleur mais soupçonnant le pire. Il fit venir Snowy pour l'interroger. Dès l'arrivée de l'inspecteur Manning pour interroger Snowy Rolls, il reconnut en lui John Thomas Smith, le cambrioleur évadé de garde à vue en 1928. L'inspecteur l'arrêta sur le champ et le renvoya en prison. Cela donna à la police plus de temps pour enquêter sur la disparition de Louis Caron, James Lloyd et George Ryan. Les preuves contre Snowy grandissaient. Il avait été vu en dernier avec Louis et avait encaissé son chèque de paie plusieurs semaines après sa disparition. Il était bien connu que Snowy s'était montré intéressé par la méthode de meurtre lors de la conversation à la ferme de Camel Station en octobre précédent, et les circonstances entourant le véhicule que Snowy conduisait autour de Noël étaient également suspectes, mais aucun reste n'avait été retrouvé. Alors comment pouvait-on-ils prouver que l'un des hommes, Farley, était réellement mort ? La réponse à cette question n'aurait peut-être jamais été connue sans un cavalier qui patrouillait près de la cabane du 183e mille, le long de la clôture anti-lapin. Au cours de sa patrouille, il avait trouvé des traces d'un grand feu dans la cabane et, parmi la poussière et les cendres, se trouvait l'alliance d'un homme. Le cavalier, qui était au courant de la disparition de Louis et de la méthode de meurtre dont on avait parlé pendant des mois, contacta la police et leur fit part de sa découverte.
Plus tard, la bague fut identifiée comme étant celle de Louis en raison d'une erreur commise par un bijoutier lors de son redimensionnement quelques années auparavant. Le bijoutier avait utilisé le mauvais carats d'or pour souder les extrémités de la bague, ce qui lui avait donné une marque distinctive et signifiait qu'il s'agissait très certainement de celle de Louis. La bague servit de confirmation que Louis avait été assassiné et que les cendres dans la cabane étaient probablement tout ce qu'il restait de son corps. L'incendie confirma également que le meurtrier avait utilisé la méthode suggérée pour le livre d'Arthur. La police était sûre que Snowy Rolls était coupable, et il fut inculpé de meurtre. Son procès débuta le 10 mars 1932 sous la présidence du juge Percy Draper. L'affaire du meurtre sans corps faisait sensation en Australie occidentale et le public était très intrigué par cette affaire. Snowy était un membre apprécié des Fence Boundary Riders et, bien qu'il fût de notoriété publique que certains ouvriers avaient un passé douteux et disparaissaient soudainement, généralement pour échapper à une arrestation liée à un délit antérieur. La disparition simultanée de 3 ouvriers de la clôture paraissait très suspecte. Les témoins au procès comprenant le médecin légiste qui a déclaré à la cour que les fragments d'os et la dent retrouvés étaient en somme sans aucun doute humains. Le dentiste de Louis Caron et le bijoutier qui avait réparé l'alliance ont également témoigné. Arthur Upfield a décrit le plan du meurtre et a expliqué à la cour comment Snowy essayait de l'aider à trouver une faille afin qu'il puisse terminer son livre. Snowy Rolls a pris la parole pour sa propre défense. Il a nié avoir assassiné Louis Caron et a déclaré qu'il ne savait pas pourquoi celui-ci avait décidé de disparaître, ni où il aurait pu aller. Le 19 mars 1932, Snowy Rolls a été reconnu coupable du meurtre avec préméditation de Louis Caron pour son crime. Condamné à mort, on lui a demandé s'il voulait s'exprimer sur sa peine. Snowy a répondu « Seulement ceci, j'ai été reconnu coupable d'un crime qui n'a jamais été commis ». Il a ensuite été pendu à la prison de Fremantle le 13 juin 1932. James Lloyd et George Ryan n'ont jamais été revus ni retrouvés. Il semble que Snowy Rolls ait appliqué à la lettre la méthode du livre d'Arthur, mais on ignorera toujours pourquoi il a omis de tamiser les restes et dissoudre les métaux dans l'acide lors du meurtre de Louis. Snowy n'a jamais été inculpé pour la disparition des autres hommes. Arthur Upfield a ensuite utilisé la méthode suggérée pour son roman « Les sables de Windy », et plus tard, il a également écrit un livre non fictionnel basé sur les meurtres réels, intitulé « Les meurtres de Murchison ». La 4e affaire vient d'Angleterre et s'est produite à la fin du XIXe siècle. Catherine Flanagan est née en Irlande en 1829. Peu de choses sont connues sur son enfance, mais elle avait au moins une sœur, Margaret, née 14 ans plus tard, en 1843. Lorsque Catherine était encore une jeune fille, ses parents ont quitté l'Irlande et sont venus vivre en Angleterre, s'installant à Liverpool. Dans les années 1840, des milliers de personnes sont arrivées à Liverpool depuis l'Irlande. Suite à la famine de 1845 à 1849 environ, 300 000 personnes sont arrivées en 1847 et en 1851, un quart de la population de Liverpool était née en Irlande, faisant de la ville un lieu d'installation privilégié. Elle était considérée comme l'un des plus grands ports maritimes du monde et, au début du XIXe siècle, on estimait que jusqu'à 40% du commerce mondial passait par les docks. Catherine vivait dans un quartier pauvre et elle savait que beaucoup de personnes vivant à proximité aimaient boire de l'alcool. Il fallait puiser l'eau avec un seau à la pompe et la rapporter chez soi. Cela posait problème, surtout sans pompe proche. Ces pompes pouvaient aussi être un lieu de propagation des maladies. C'est pourquoi beaucoup de personnes pauvres dans la communauté préféraient aller boire de la bière et des spiritueux. Le gin était populaire car très bon marché. Avec cela en tête, Catherine décida d'ouvrir une brasserie. En 1830, le Parlement avait adopté la loi sur les brasseries qui avait libéralisé la réglementation concernant le brassage et la vente de bière. Tout contribuable pouvait brasser et vendre de la bière en payant une licence. L'objectif de cette loi était d'accroître la concurrence entre les brasseurs, de faire baisser les prix et d'encourager les gens à boire de la bière plutôt que des spiritueux forts. Cela a entraîné l'ouverture de milliers de nouveaux pubs et de petites brasseries à travers tout le pays. Catherine a profité de cette opportunité et a ouvert une brasserie près des docks de Liverpool.
C'était un emplacement idéal pour ouvrir un tel établissement, car les ouvriers y passaient souvent après leur service. Cependant, la brasserie de Catherine Flanagan est rapidement devenue connue de la police locale, car elle était souvent fréquentée par des criminels et des prostituées. Elle ouvrait aussi le dimanche, ce qui était interdit. Le gouvernement s'inquiétait de plus en plus de l'ordre public dans les brasseries, alors la taxe d'accise a été portée à 3 guinées et des conditions de propriété ont été introduites. Ce n'est qu'avec la loi sur les maisons de vin et de bière de 1869 transférant le contrôle des licences aux magistrats locaux que de nombreux établissements ont fermé, dont la brasserie de Mademoiselle Flanagan. Catherine avait la réputation d'être plutôt économe, mais maintenant la brasserie avait fermé. Ayant besoin de revenus, elle est devenue prêteuse d'argent. C'était souvent une activité très lucrative dans la Grande-Bretagne victorienne, en raison des mauvaises conditions économiques de la classe ouvrière. Ils souffraient même de bas salaires et souvent de revenus irréguliers. Aucune restriction sur le prêt d'argent permettait aux prêteurs d'appliquer légalement des taux d'intérêt élevés. Bien que peu respecté, ce métier était facile à commencer pour Catherine. Elle empruntait de l'argent aux agences de prêt locales pour prêter de petites sommes à ses voisins qui ne pouvaient pas obtenir de crédit ailleurs. Elle prêtait peu et uniquement à des connaissances, mais son taux d'intérêt rendait l'activité rentable. Vers 1880, Catherine ouvrit une maison d'hébergement au 5 rue Skirving à Liverpool. Elle employa sa sœur Marguerite pour l'aider à la gérer. La rue Skirving comptait parmi les quartiers pauvres, et malgré l'amélioration du logement dans certains secteurs, le XIXe siècle vit affluer de nombreux migrants vers les villes industrielles. Les familles en survivaient souvent dans des conditions terribles, souvent entassées dans une seule pièce. La vie était très difficile pour les pauvres, dont beaucoup travaillaient de longues heures dans des usines pour des salaires très bas. À cette époque, l'industrie était en difficulté. Bien que la Grande-Bretagne soit une puissance économique, elle subissait encore les effets de la Grande Dépression commencée en 1873. Les entreprises subissaient dans de longues périodes de faibles bénéfices et de déflation. Liverpool est devenue officiellement une ville en 1880 avec une population dépassant alors 600 000 habitants. La crise économique a accru la demande de logements abordables. Catherine, Margaret et John, le fils de Catherine âgé de 22 ans, ont ouvert la maison de pension. Il a été facile pour les sœurs de trouver des locataires appropriés, et dès l'hiver de la même année, leur maison de pension était pleine. Une chambre était occupée par un monsieur nommé Thomas Higgins et sa fille nommée Mary. L'autre chambre était occupée par un monsieur nommé Patrick Jennings, ainsi que sa fille nommée Maggie, malgré les mauvaises conditions de vie offertes. La pension permettait aux sœurs de vivre modestement. Jean, le fils de Catherine, avait 22 ans et paraissait en bonne santé, bien que sa mère affirme à tous qu'il était malade. Ce fut pourtant une surprise pour beaucoup lorsque le jeune homme mourut soudainement en décembre 1880. Après la mort de son fils, Catherine reçut 71 livres. Comme Jean avait été inscrit à la société d'enterrement, bien que personne ne l'ait jamais vu malade. Il n'y avait aucune raison de croire que son décès était dû à quelque chose d'anormal. En 1882, Marguerite Flanagan et Thomas Higgins ont commencé une relation. Ils se sont mariés la même année, puis mais quelques mois après, la fille de 8 ans de Thomas, Marie, est tombée malade et ça en est décédée. Comme Catherine, après la mort de son fils 2 ans plus tôt, sa sœur Marguerite a aussi reçu un paiement de la société funéraire. Cette fois, le montant s'élevait à 22 livres. Il était très courant pour les pauvres de payer pour être membre d'une société funéraire, car ils ne voulaient pas qu'un être cher ait droit à des funérailles de pauvres. Quelques mois plus tard, en janvier 1883, Maggie Jennings, la fille de M. Patrick Jennings, l'autre locataire de la pension, est également décédée. Elle avait 19 ans. Même si sa mort fut inattendue, dans la Grande-Bretagne victorienne, la pauvreté, les logements insalubres et l'absence d'assainissement rendaient fréquentes les mortes soudaines et les épidémies de typhoïde. Le difficile environnement de travail après la révolution industrielle a causé de nombreuses maladies. Les professionnels de santé ont constaté une hausse des maladies pulmonaires, souvent dues à l'inhalation de poussières fines en usine.
La vie de Maggie Jennings était également assurée par la société funéraire et l'argent reçu après sa mort a été collecté par Catherine. 3 personnes étaient désormais mortes dans la pension, ce qui n'avait pas échappé aux habitants de Skirving Street. En fait, cela devenait le principal sujet de conversation. Bien qu'eux aussi aient vu la mort et la misère, la mort d'un enfant et de 2 jeunes adultes en bonne santé dans la même maison semblait étrange. Ne voulant pas être le sujet des commérages locaux, les sœurs ont déménagé leurs établissements d'abord au 105, rue Latimer, puis au 27, rue Ascot, mais la mort les suivrait. En septembre 1883, le mari de Marguerite, Thomas Higgins, tomba malade. Âgé de 45 ans, il était un homme travailleur qui rapportait de l'argent au foyer. Le docteur Whitford fut appelé et diagnostiqua la maladie mystérieuse comme une dysenterie due au whisky bon marché. Il dit au patient d'arrêter de boire et prescrivit un mélange d'opium et d'huile de ricin. Sa femme Margaret resta avec lui, mais 2 jours plus tard, le 22 octobre 1883, Thomas Higgins mourut. Le docteur Whitford conclut que la mort était due à la dysenterie. Cependant, le frère de Thomas Higgins, Patrick, fut surpris d'apprendre que Thomas était décédé. Il savait que son frère avait toujours joui d'une bonne santé toute sa vie, et sa mort soudaine lui semblait très étrange. Thomas avait auparavant dit à Patrick qu'un médecin était venu à la maison avec un agent d'assurance, car Catherine et Marguerite voulaient donc souscrire une assurance vie sur lui d'une valeur de 50 livres. Comme 50 livres représentaient une somme aussi importante, il était habituel qu'un médecin examine d'abord la personne dont la vie devait être assurée. Thomas avait toutefois refusé de coopérer. Patrick décida d'enquêter sur la mort mystérieuse de son frère et découvrit bientôt que Thomas avait été assuré auprès de 5 différentes sociétés funéraires dont sa femme Margaret avait touché un total de 108 livres. Soupçonnant un problème, il contacta la police. La police accepta d'enquêter et le jour des funérailles, un agent de police, un officier du coroner et 2 médecins furent envoyés au 27, rue Ascot. À leur arrivée, des gens étaient dans la petite pièce devant le cercueil. Certains buvaient et l'agent vit peu de signes de tristesse pour la perte de Thomas Higgins. Le coroner informa Marguerite que les funérailles n'auraient pas lieu car une autopsie devait être pratiquée. Catherine Flanagan ne dit rien et quitta rapidement la maison par la porte de derrière. Après l'autopsie, on trouva des niveaux élevés d'arsenic dans le corps de M. Higgins. Le coroner déclara que la quantité d'arsenic trouvée indiquait que le défunt avait été empoisonné sur plusieurs jours. Lors de la fouille du 27, rue Ascot, la police découvrit une bouteille contenant une substance blanche, plus tard identifiée comme de l'arsenic. De l'arsenic a aussi été retrouvé dans la poche d'un manteau porté par la veuve Margaret Higgins. Elle fut alors arrêtée. Pendant ce temps, Catherine se cachait des autorités. Elle passait d'une pension à une autre. Étrangement, cependant, elle ne fit aucune tentative pour quitter la ville. Après une semaine à essayer d'éviter d'être repérée, elle fut aperçue puis arrêtée. Le 16 octobre 1880, dans 3, les sœurs Catherine Flanagan et Margaret Higgins furent accusées du meurtre de Thomas Higgins. Cependant, 3 autres personnes étaient mortes dans la pension, et le magistrat autorisa l'exhumation des corps de Maggie Jennings, du fils de Catherine, John, et de Mary Higgins, 8 ans. Le corps de John fut trouvé en bon état, avec de grandes quantités d'arsenic présentes en lui. Il en fut de même pour les corps de Maggie Jennings et de la petite Mary Higgins. Tous 3 étaient en mort empoisonnés à l'arsenic, leur vie assurée par la société d'enterrement. Désormais munis des preuves que Thomas Higgins, sa fille Mary, le fils de Catherine, John et Maggie Jennings étaient tous morts empoisonnés, les détectives présentèrent leurs conclusions aux sœurs. Tandis que Margaret restait évasive. Catherine déclara à la police que sa sœur avait instigé les crimes. Les enquêteurs ignoraient comment les 2 femmes avaient obtenu le poison. Ils pensaient qu'elles avaient utilisé du poison pour rats, mais comme les adultérants habituels n'ont pas aidé lors des autopsies, les détectives sont restés perplexes. Catherine et Marguerite, toutes 2 analphabètes, n'étaient mentionnées dans aucun registre de poison des pharmaciens locaux. Lorsque les détectives ont interrogé Catherine, elle a dit aux agents que Marguerite avait extrait le poison des papiers « tue-mouche ». Elle a ajouté qu'elle serait prête à témoigner contre sa sœur, une proposition intéressante, mais que la couronne a décidé de ne pas accepter.
Le procès des sœurs Catherine Flanagan et Marguerite Higgins a débuté au St. George's Hall de Liverpool le jeudi 14 février 1884 devant le juge Butt et a duré 3 jours. L'affaire du meurtre de Thomas Higgins a été examinée en premier. Les preuves contre les accusés étaient convaincantes. À la fin du procès, il n'a fallu que 50 minutes au jury pour les déclarer coupables et le juge les a condamnés à mort. À l'annonce du verdict, Marguerite s'est effondrée dans le box, ayant reçu la peine la plus sévère. La couronne n'a pas poursuivi l'affaire contre elle pour les meurtres de John Flanagan, Maggie Jennings et Mary Higgins. Les sœurs ont été renvoyées à la prison de Kirkdale en attendant leur sort. Elles ont été séparées en cellules et aidées par l'aumônier. Les gardiens leur lisaient des textes car elles étaient analphabètes. Dans l'espoir de voir sa peine commuée, Catherine parla aux détectives et leur donna les noms d'autres femmes qu'elle disait responsables d'autres empoisonnements dans la région. Bien que sa déclaration ait été prise au sérieux et que la police ait enquêté sur ses affirmations, ils n'ont pas pu obtenir suffisamment de preuves pour les étayer. Le procureur de Liverpool, un certain William Marks, écrivit alors au directeur des poursuites publiques pour l'informer qu'il pensait qu'il y avait probablement d'autres victimes mortes par empoisonnement, mais qu'il serait très difficile de prouver qui, à part Catherine Flanagan et Margaret Higgins, aurait pu être responsable de ces décès. Suite à cette décision, il n'y aurait aucune grâce pour Catherine, et à 8 heures du matin, le lundi 3 mars 1884, par un matin très froid et enneigé, Catherine Flanagan, âgée de 55 ans, et sa sœur Margaret Higgins, âgée de 41 ans, furent pendues. Malgré le mauvais temps, une foule nombreuse s'était réunie dehors pour voir le drapeau noir hissé. Depuis 1868, le public n'était plus autorisé à entrer dans une prison pour assister à l'exécution de la peine capitale. La police a continué d'enquêter sur les déclarations de Catherine. Elle avait affirmé que d'autres femmes avaient participé à des empoisonnements afin d'obtenir des paiements d'assurance et elle avait donné les noms de Margaret Evans et Bridget Begless. Elle a aussi indiqué que Margaret Potter, Bridget Stanton et Madame Fallon étaient agentes pour la société funéraire avec une complice nommée Catherine Ryan. Même après la découverte des liens étroits de Madame Stanton avec les paiements d'assurance de certains défunts. Aucune accusation n'a jamais été portée contre elle, ni contre aucune des autres femmes nommées dans les déclarations de Catherine Flanagan. Bravo à tous ceux qui ont terminé cette compilation. Merci à tous pour votre soutien en 2023 et pour vos commentaires. J'aimerais aussi savoir dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse encore quelques compilations, similaires à celle-ci. Merci d'avoir regardé. Et j'espère vous revoir tous dans le prochain Briefcase.